Bonjour chers élèves de seconde, je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo. Cette fois, terminée la chimie, nous allons passer à un petit peu de physique et notamment de la mécanique sur le thème mouvement et interaction. Et le premier chapitre de ce thème, chapitre P3, description du mouvement d'un objet. Alors, on va apprendre à décrire le mouvement de par deux caractéristiques. Première caractéristique, la trajectoire, et puis la vitesse. Nous allons définir ces deux domaines, trajectoire et vitesse, et nous allons voir un petit peu comment on peut définir le mouvement avec des adjectifs et des mots bien adaptés. Alors dans un premier temps, la trajectoire. Qu'est-ce que la trajectoire ? La trajectoire d'un point, d'un solide, est l'ensemble des positions successives qu'il occupe au cours du temps. Donc au cours d'un déplacement, donc d'un mouvement, un objet prend plusieurs positions différentes. Il avance dans l'espace au cours du temps. C'est ce qu'on appelle la trajectoire. Alors quand on parle d'un point, d'un solide, quand on étudie un solide, il est constitué évidemment d'énormément de points, d'une infinité quasiment de points. Or, en physique, on ne peut pas étudier tous les points d'un objet pendant un mouvement, ce qui compliquerait grandement la tâche. Donc, on va se simplifier les choses en ne prenant qu'un seul point. Et pour un objet, le point le plus simple à étudier et qui donne les meilleurs résultats est le centre de l'objet, qu'on appelle en mécanique le centre de gravité ou le centre d'inertie. Donc, pour résumer, quand on va étudier le mouvement d'un objet, on ne va pas étudier le mouvement de tous les points de l'objet, mais on va étudier le mouvement de son centre de gravité. Alors, il existe trois grands types de trajectoires. Il en existe un petit peu plus, je donnerai quelques autres adjectifs, mais la plupart du temps, on utilise trois types de trajectoires. La première, la plus simple et la plus courante, je dirais, c'est la trajectoire rectiligne. Ligne pour une ligne et recti, ce qui veut dire droite. Donc on est sur une trajectoire en ligne droite. Avec ici un exemple, une voiture qui se déplace effectivement, on le voit, sa trajectoire, repérée par les points successifs, donne bien une portion de droite. Deuxième adjectif, très simple aussi, une trajectoire circulaire. Si la trajectoire est un cercle, si je prends cette nacelle ici, on voit bien qu'au fur et à mesure du temps, sa position, donc sa trajectoire, décrit un cercle. Nous sommes sur une trajectoire circulaire. Et dernier adjectif, une trajectoire curviligne. Curvi pour courbe et ligne pour une ligne. Donc en ligne courbe, et là on aura une ligne courbe quelconque. Par exemple ici, on a sur un grand 8 une ligne courbe. On peut avoir dans curviligne d'autres adjectifs qui se mettront dans cette grande catégorie, comme par exemple une trajectoire hélicoïdale en forme d'hélice, une trajectoire elliptique en forme d'ellipse, qui est un cercle aplati un petit peu comme la forme de la Terre. On a aussi des trajectoires paraboliques qu'on utilise, que vous verrez notamment en terminale. Donc, on a plein d'autres adjectifs, mais les plus courants sont rectiligne, circulaire et curviligne. C'est ce qu'on vous demandera de retenir pour le moment. Passons maintenant à la vitesse. Alors, de manière générale, la vitesse, on sait ce que c'est. C'est plutôt, dans le langage courant, la vitesse moyenne. On enlève en général le mot moyenne et on parle de vitesse. Mais moi, je vais, dans ce chapitre, distinguer deux types de vitesse. Donc, dans un premier temps, la vitesse moyenne. La vitesse moyenne, c'est sur l'ensemble de la trajectoire. Du point de départ au point d'arrivée, on prend la distance complète, le temps total du trajet, et on effectue le calcul bien connu, V égale D divisé par T. Vitesse égale distance sur temps. En faisant bien attention d'utiliser les unités du système international,
la distance en mètres, le temps de parcours en secondes et donc la vitesse en mètres par seconde. Si ce n'est pas le cas, mètres et secondes, il faudra penser à faire des conversions. Cette formule, vous devez la connaître impérativement, que vous choisissiez la spécialité physique-chimie l'année prochaine ou pas. C'est quand même une formule très courante, très simple à utiliser. V égale D sur T, donc D égale V fois T, et T égale D sur V. Je ne l'écris pas en théorie, depuis le collège, vous êtes capable de faire de la transformation de formules mathématiques. Sinon, il faut s'entraîner. Donc on a la vitesse moyenne sur l'ensemble du parcours, mais vous êtes bien d'accord avec moi que quand j'effectue un trajet, je ne suis pas forcément à chaque moment, à chaque instant, à la même vitesse. Je parle ici de vitesse moyenne sur l'ensemble de trajets, mais si je prends l'exemple d'un trajet sur l'autoroute où j'aurai une vitesse moyenne de 100 km/h, vous comprendrez bien que je ne suis pas à 100 km/h à chaque moment de mon trajet. Parfois je serai à 110, parfois je serai à 90, parfois peut-être à 130, parfois à 50 si je tombe dans un village ou dans une ville. Donc je n'aurai pas une vitesse forcément constante. Ma moyenne sera V égale D sur T. Maintenant, tout au long du trajet, ma vitesse varie et cette vitesse qui peut changer à différents instants s'appelle la vitesse instantanée. Cette vitesse instantanée, comme je l'ai écrit, c'est sa vitesse à un instant précis, à un point précis de la trajectoire. C'est par exemple la vitesse indiquée par le compteur d'une voiture ou la vitesse lorsqu'un radar nous prend à un certain moment du trajet. Donc la vitesse instantanée est plus difficile à calculer, elle se mesure directement grâce à un compteur ou grâce à un radar, mais la calculer est plus complexe. On verra par la suite quels moyens on peut utiliser pour déterminer la vitesse à différents instants. Alors la vitesse, dans le système international, elle est donnée en mètres par seconde. Or, dans notre quotidien, on utilise plus la vitesse en kilomètres par heure. Eh bien, on peut facilement passer de l'une à l'autre de ces unités, puisque 1 kilomètre, c'est 1000 mètres, 1 heure, c'est 3600 secondes. Eh bien, si on fait une petite conversion rapide, on obtient pour passer des mètres par seconde au kilomètre heure ou inversement, ce petit schéma à retenir. On multiplie par 3,6 les mètres par seconde pour avoir des kilomètres heure, et on divise par 3,6 pour passer des kilomètres heure au mètre par seconde. Ce 3,6, vous avez bien compris qu'il vient des 3600 secondes dans une heure, divisé par les 1000 mètres qu'il y a dans 1 kilomètre. Ce qui nous donne ce facteur 3,6 dans un sens et dans l'autre. Donnons maintenant 3 adjectifs pour justement caractériser un mouvement en fonction de sa vitesse. Alors ce sont des mots que vous allez, pour les 2 premiers, connaître très simplement. Lorsque la vitesse augmente pendant le mouvement, on dit que le mouvement est accéléré. Là, je parle bien systématiquement, comme c'est la vitesse au cours du mouvement, je parle en chaque point, donc je parle de vitesse instantanée, non pas de vitesse moyenne sur l'ensemble du parcours. Je parle de vitesse à différents instants. Donc si cette vitesse instantanée augmente, on dit que le mouvement est accéléré. Si au contraire cette vitesse instantanée diminue, on dit que le mouvement est ralenti. On observe bien ici que le motard accélère puisque l'espace entre 2 points augmente au fur et à mesure du temps. Et ici, il diminue, donc il est en train de s'arrêter, de ralentir. Dernier cas, c'est si la vitesse reste la même, reste constante au cours du temps. On ne dira pas alors que le mouvement est constant, on dira que le mouvement est uniforme. Et ça, c'est un mot très important à retenir pour la mécanique. Quand on parle d'un mouvement uniforme, ça veut dire que la vitesse reste constante pendant tout le mouvement. Et réciproquement, si la vitesse reste constante tout au long du mouvement, on dira que le mouvement est uniforme.
Donc uniforme, mot très important dans le domaine de la mécanique, ce qui signifie donc que la vitesse est constante. Maintenant, voyons comment calculer ou représenter cette vitesse à différents instants, cette vitesse instantanée. Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle le vecteur vitesse. Alors peut-être que vous n'avez encore jamais entendu le mot vecteur. Mathématiquement, un vecteur est représenté par une flèche qui a 4 caractéristiques dont je vais parler juste après. Si vous n'avez pas encore parlé de vecteur en maths, vous en parlerez probablement l'année prochaine, mais c'est un moyen très important, le vecteur, en maths et en physique. On l'utilise très souvent parce qu'il contient beaucoup d'informations. Alors, le vecteur vitesse. En physique, quand on fait l'étude d'un mouvement, il faut qu'on ait une représentation du mouvement à différents instants. Donc on peut utiliser une vidéo sur laquelle on va faire pause à différents instants de manière régulière. C'est ce qu'on appelle une analyse vidéo et on a des logiciels pour cela au lycée. Ou par chronophotographie. Alors qu'est-ce que c'est qu'une chronophotographie? Je vous mets 2 exemples. Une chronophotographie, c'est une photographie où on a superposé l'image d'un même objet à différents instants pour obtenir ici sa trajectoire. Donc on a repéré la position de l'objet à intervalles de temps réguliers, c'est-à-dire qu'entre 2 prises de photos, on a le même intervalle de temps. Ça, c'est important à le comprendre. Ici, entre ces 2 ballons, les photos ont été prises à des temps égaux qu'entre ces 2 ballons-là, et ainsi de suite. On peut avoir aussi, par exemple, le mouvement d'un gymnaste qui est en rotation autour d'une barre fixe et toujours photo prise à différents instants puis superposée. C'est ce qu'on appelle une chronophotographie. Une fois qu'on a la chronophotographie, on va repérer les points. Moi, la première photo me donne comme objet à étudier un ballon. Donc je vais prendre le centre du ballon, comme je l'ai dit dans la toute première diapo, que je vais appeler M0. Et puis je vais pointer les différentes positions du ballon aux différents instants. Je vais les appeler M1, M2, M3, M4, etc. ainsi de suite. Ce qui fait que par la suite, je n'aurai plus besoin du support chronophotographie derrière. J'aurai une représentation plutôt mathématique avec des points pris à différents instants. Donc on obtient ainsi la trajectoire et on va pouvoir l'étudier pour déterminer le vecteur vitesse en chaque point, M0, M1, M2, M3, etc. Alors, comme tout vecteur, c'est ce que je vous disais, n'importe quel vecteur, en l'occurrence là le vecteur vitesse, possède 4 caractéristiques, toujours les 4 mêmes. Une direction, verticale, horizontale, diagonale, etc., etc. Un sens, vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers le centre, de bas en haut, etc., etc. Vous allez me dire, une direction a un sens, c'est la même chose. Eh bien non, la direction possède 2 sens. La direction verticale possède par exemple le sens vers le haut ou vers le bas. La direction horizontale possède la direction vers la gauche ou vers la droite. Donc ça, c'est une notion qui parfois vous est compliquée à discerner, direction et sens, mais il va falloir comprendre que la direction possède 2 sens. Donc un vecteur, il possède une direction, un sens. La direction sera donnée par le segment, quand on dessinera, puisqu'un vecteur est représenté par une flèche, donc la direction donnée par le segment, et le sens sera donné par la pointe de la flèche. Un point d'application, qui est le point de départ de la représentation de mon vecteur, donc le point de départ de ma flèche, et une valeur qu'on appelle aussi une norme. Graphiquement, ça sera la longueur de la flèche. Donc, un vecteur possède une direction, un sens, un point d'application et une valeur. Le vecteur vitesse en un point MI
Donc le i peut prendre les différentes valeurs 0, 1, 2, 3, 4 en fonction du nombre de points qu'on a dans la chronophotographie. Le vecteur vitesse en un point mi du mouvement est défini par vi, donc la vitesse au point considéré, égale mi-1, mi plus 1, c'est-à-dire qu'on prendra le point d'avant et le point d'après, divisé par 2 fois l'intervalle de temps entre mes différentes photos. Alors, cette formule est impérativement à retenir. Maintenant, en la voyant comme ça, vous ne comprenez peut-être pas comment l'utiliser. Je vais travailler sur un exemple détaillé pour que vous voyez bien ce que signifie ce VI, ce MI-1, MI plus 1. Mais la formule est donnée sur cette diapo et il faut la retenir point d'avant, point d'après. Donc ça veut dire que si je veux la vitesse au point 12, par exemple, donc V12, ça sera égal à M11, M13, ici, en termes de points. Voyons ça. Alors je prends un exemple, une trajectoire courbe, ici, où j'ai 3 points, le point M1, le point M2, le point M3. On me donne une échelle de distance, donc cette longueur représente 10 cm, et on me dit que delta t, l'intervalle de temps entre deux points, est égal à 40 millisecondes. On va calculer le vecteur vitesse, on va déterminer le vecteur vitesse au point M2. Le vecteur vitesse au point M2 du mouvement est défini par, donc V2, vitesse au point 2, égale vecteur M1, M3, le point d'avant, le point d'après, divisé par 2 fois delta t. Les caractéristiques de ce vecteur V2 sont donc, en termes de direction, V2, la direction, ça sera la même que M1, M3. Donc la direction du vecteur V2 sera parallèle à la droite M1, M3. Et donc tangent, on verra quand on représentera le vecteur tout à l'heure, tangent à la trajectoire au point M2. Tangent, ça veut dire que ça va venir toucher la trajectoire au point M2 et pas à un autre point de la courbe. Le sens, forcément V2, la vitesse 2, si l'objet part de 1 et va vers 3, ça sera dans le sens du mouvement, donc de 1 vers 3. Le point d'application, mon vecteur vitesse va bien partir du point M2. Et pour la valeur, en fait, j'enlève simplement, dans la formule du vecteur vitesse, j'enlève les flèches. Les flèches me parlent de direction et de sens. Là, je parle de valeur. Donc j'enlève simplement les flèches et j'aurai la valeur, la norme de la vitesse V2 qui sera égale à la longueur M1, M3 divisé par 2 fois delta t. On va détailler ce calcul de la norme de la valeur de V2. Je remets la formule ici, V2 égale M1, M3 divisé par 2 fois delta t. Première étape, on détermine la distance M1, M3. Donc M1, M3, sur le graphe, je prends une règle, je mesure 13 cm entre M1 et M3. Or, il y a une échelle sur ce graphe. Si je mesure ici la distance donnée par l'échelle, je me rends compte que 1,7 cm sur le graphe représente 10 cm en réalité. Il me suffit de faire un produit en croix, donc j'ai bien 10 cm en réalité représenté par 1,7 cm graphiquement. Donc moi j'ai mesuré graphiquement 13 cm. Je veux donc savoir quelle est la distance réelle entre mon point M1 et mon point M3. Je fais donc 10 fois 13 divisé par 1,7 et je tombe sur 76,5 cm. Or, je vous ai bien dit qu'on utilisait des mètres et des secondes pour la vitesse. Je convertis donc 76,5 cm en mètres, ce qui me donne une distance entre mon point M1 et mon point M3 réel de 0,765 mètres. J'ai la valeur de M1, M3. Il me faut la valeur de delta t. Delta t, je sais que c'est 40 millisecondes. Mais attention, on veut le temps
en secondes. Donc, on convertit simplement. Milli, c'est 10 puissance moins 3. Donc, 40 millisecondes, c'est 40 fois 10 puissance moins 3 secondes. J'ai donc tout ce qu'il me faut pour effectuer mon calcul. V2 égale M1, M3 divisé par 2 delta T. Je pose le calcul. Et ça me donne 9,56 mètres par seconde. Ce qui signifie que, au point 2, la vitesse de mon objet sera de 9,56 mètres par seconde. On va tracer maintenant ce vecteur vitesse. Alors je prends la droite, le segment M1, M3, puisqu'on a dit que mon vecteur vitesse serait parallèle à M1, M3. De sens de M1 vers M3, donc j'ai bien la direction parallèle à M1, M3, le sens ici donné par la pointe de la flèche vers M3, de M1 à M3, mon point d'application qui est bien le point M2, et puis reste à parler de la longueur, de la valeur de V2. Alors j'ai deux possibilités, soit j'attribue une nouvelle échelle des vitesses que je choisirai. Par exemple ici je pourrais très bien dire que on pourrait choisir 10 mètres par seconde représenté par 2 cm, ce qui fait qu'on aurait un petit peu moins de 2 cm. Ou alors plus simplement, je rajoute en dessous du vecteur, entre parenthèses, la valeur de la vitesse V2 sans faire attention à la longueur de mon vecteur. Voilà à quoi ressemblerait le vecteur V2 dans le cas du mouvement que je vous ai présenté ici. Voilà pour ce qui est de la vitesse, moyenne ou instantanée, et du vecteur vitesse. Donc nous avons toutes les caractéristiques pour décrire une trajectoire. Cependant, pour faire l'étude d'une trajectoire, il faut deux paramètres. Il faut déterminer le système que l'on étudie et il faut déterminer ce qu'on va appeler le référentiel. On va voir ce que c'est que le référentiel, ce qui est très important dans l'étude d'un mouvement en mécanique. C'est ce qu'on va appeler l'ensemble de ces paramètres-là, la relativité du mouvement. Qu'est-ce que le système? Ça c'est très simple, en mécanique, ce qu'on appelle système, c'est l'objet d'étude. C'est l'objet qu'on va étudier. Et comme je vous l'ai dit tout au début, comme un objet est constitué d'une multitude de points, on va simplifier notre étude en prenant un seul point du solide, et ce point sera le centre de gravité. Donc finalement, quand on va dire que le système étudié est une balle de foot, par exemple, une balle de tennis, une balle de golf, un frisbee, un être humain, etc. En fait, en réalité, ce n'est pas réellement l'objet qu'on va étudier, mais plutôt son centre de gravité. Mais généralement, quand on va parler du système, on parlera de l'objet global. Donc ça, c'est simplement le système. Maintenant, le référentiel. Qu'est-ce que c'est? En fait, il faut comprendre que quand on va décrire un mouvement, il va falloir trouver une référence, c'est-à-dire un objet qui va nous servir de référence. Par rapport à quoi je regarde le mouvement? Le mouvement d'un système doit être décrit par rapport à un solide de référence qui est considéré immobile tout le long de l'étude. Donc c'est une référence immobile. On associera toujours ce solide de référence, qui ne bouge pas pendant toute la durée de l'étude, on associera un repère d'espace, OX, Y, Z, comme vous l'avez vu très souvent en mathématiques, souvent on prendra un repère orthonormé, afin de repérer les coordonnées du système, la position de mon système tout au long du mouvement. Et pour attribuer les coordonnées du système à des instants bien précis, il faut attribuer aussi un repère temporel qu'on appellera l'horloge pour dater les positions occupées par le système. Donc finalement, ce que c'est qu'un référentiel, c'est un ensemble constitué d'un solide, d'un objet de référence, immobile pendant tout mon mouvement, un repère spatial représenté par un repère des axes OX, Y, Z, et une horloge avec un temps initial, souvent le point de départ sera un temps égal à 0 secondes, et puis on aura ensuite la durée du mouvement
avec des dates bien précises pour la position de mon système. L'ensemble de ces 3 données forme ce qu'on appelle le référentiel d'étude. Il est important que le référentiel soit bien adapté au système étudié. On ne va pas utiliser n'importe quel référentiel pour n'importe quel mouvement. On va voir ça juste après. Donc en mécanique, il y a 3 grands types de référentiels. Le premier, qui est le référentiel de base, on l'appelle le référentiel héliocentrique. Alors hélio, qui veut dire en grec le soleil, et centrique le centre. Donc finalement, mon repère, mon solide de référence sera le soleil, et le repère orthonormé sera situé sur le centre du soleil. Ce référentiel est en général utilisé puisqu'on regarde tout par rapport au soleil, comme si on était sur le soleil. On l'utilise pour décrire le mouvement des planètes et des objets dans le système solaire. Avec une petite faute d'orthographe, et je m'en excuse, le système solaire, j'ai mis un S en trop. On a un deuxième référentiel d'étude, plus proche de nous, qui s'appellerait le référentiel géocentrique. Géo en grec, la Terre, centrique, le centre. Donc de la même manière que le précédent, on a comme solide de référence la Terre, on se place au centre de la Terre, comme si nos yeux étaient au centre de la Terre, avec un repère, OX, Y, Z, placé au centre de la Terre. Ce référentiel souvent est utilisé pour l'étude du mouvement des satellites de la Terre. Et puis le dernier, le plus courant, quand je dis le dernier, c'est plutôt les derniers, ce sont les référentiels terrestres. Ceux-là, pourquoi les référentiels? Puisque tout objet sur Terre peut servir de solide de référence. Je peux observer le même mouvement à partir de différents points de vue. À ce moment-là, il faudra préciser les référentiels terrestres et on mettra l'objet immobile entre crochets derrière. Par exemple, si c'est moi, l'objet immobile qui observe le mouvement, je dirais le référentiel terrestre, prof, ou le référentiel terrestre, voiture, le référentiel terrestre, sol, etc., etc. Donc ces référentiels terrestres sont utilisés pour étudier le mouvement d'un objet à la surface de la Terre, ce qui est évidemment la majeure partie des études mécaniques que l'on fait à la surface de la Terre. Un petit schéma pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent ces référentiels. Donc on a bien ici le référentiel héliocentrique centré sur le centre du Soleil avec les 3 axes, OX, OY, OZ. Le référentiel géocentrique OX, OY, OZ centré sur le centre de la Terre, qui permet d'étudier le mouvement des satellites ici par exemple. Et les référentiels terrestres, alors là un exemple, où le milieu de mon repère, le point O, est situé à la surface de la Terre sur un objet de référence bien précis. Donc des référentiels terrestres, il y en a plein à la surface de la Terre. Maintenant, on va voir que justement, il est très important de bien choisir son référentiel, même en référentiel terrestre, pour décrire un mouvement. Si je commence à m'amuser à décrire le mouvement d'une voiture qui est sur une route à la surface de la Terre avec le référentiel héliocentrique, je vais avoir énormément de mal à positionner ma voiture, puisque si je place l'objet Soleil immobile et que mes yeux sont à ce niveau-là, ma voiture elle est sur la Terre tourne autour du Soleil, la Terre tourne sur elle-même et la voiture bouge à la surface de la Terre. Ça va nous donner un mouvement très complexe à étudier. Donc pour étudier un mouvement à la surface de la Terre, on va prendre évidemment un référentiel terrestre. Et donc en fonction du référentiel choisi, le mouvement d'un même système peut être décrit par des trajectoires et des vitesses différentes. Par exemple, Jaco et Jacotte sont dans une voiture qui roule à 90 km/h sur une route nationale en ligne droite. Il y a un saule pleureur sur le bord de la route. Étudions le système Jacotte. Dans un premier temps, dans le référentiel terrestre route. Dans le référentiel terrestre route, donc par rapport à la route, Jacotte est dans la voiture. Donc si je regarde
si Jacotte se déplace par rapport à la route, on se rend bien compte que oui, elle se déplace. Et on peut même dire qu'elle est en mouvement rectiligne, puisque dans l'énoncé, on nous dit qu'elle se déplace en ligne droite. Donc dans le référentiel route, Jacotte, le système, est en mouvement. Prenons un autre référentiel terrestre. Plaçons nos yeux, cette fois, au niveau... Excusez-moi, je reviens en arrière. Voilà. Dans le référentiel terrestre voiture, Jacotte est immobile. Elle ne bouge pas dans la voiture, Jacotte. Donc si je prends mes yeux au niveau de la voiture, je n'ai pas l'impression que Jacotte se déplace. Donc elle est immobile. Maintenant, dans le référentiel terrestre Jaco, qui est juste à côté d'elle, elle est immobile aussi. Jaco et Jacotte ne se déplacent pas l'un par rapport à l'autre à l'intérieur de la voiture. Ils sont assis l'un à côté de l'autre. Sinon, la voiture serait distendue. Donc elle est immobile par rapport à Jaco. Donc dans le référentiel terrestre Jaco, elle est immobile. Dans le référentiel terrestre Saule maintenant, le Saule il est sur le sol à côté de la route. Donc par rapport au Saule, Jacotte est en mouvement. Et aussi en mouvement rectiligne, puisqu'on place nos yeux au niveau du Saule, et à ce moment-là, on voit que Jacotte effectivement se déplace. Maintenant, dans le référentiel terrestre Jacotte, Jacotte, dans son propre référentiel, elle est immobile. Même si elle se déplace effectivement sur la route, mais par rapport à elle-même, elle ne se déplace pas. Son centre ne se déplace pas par rapport à son centre. Prenons un autre système. Le système du saule pleureur maintenant. Donc on se place, on étudie le mouvement du saule pleureur. Alors vous allez me dire, mais il ne bouge pas le saule pleureur, il est planté sur le bord de la route. Tout dépend par rapport à quoi on le regarde. Si je le regarde par rapport à la route, effectivement, il est immobile. La route et le saule sont toujours l'un par rapport à l'autre au même endroit. Maintenant, si je le regarde par rapport à la voiture, je place mes yeux au niveau de la voiture. Quand je suis en voiture, vous l'avez déjà tous observé, si je regarde un arbre sur le bord de la route, si je considère que moi, en voiture, je ne bouge pas, c'est le saule pleureur qui se déplace par rapport à moi. Donc, le saule pleureur est bien en mouvement. Par rapport à Jaco, qui est dans la voiture, c'est la même chose. On a l'impression que le saule pleureur se déplace. Par rapport au saule pleureur, évidemment, lui-même est immobile par rapport à lui-même. Et dans le référentiel terrestre Jacotte, le système est en mouvement, puisqu'encore une fois, elle est dans la voiture. Donc, vous voyez qu'un même objet peut avoir des mouvements différents en fonction du solide de référence qu'on choisit pour observer le mouvement, donc par rapport au référentiel d'étude. Donc il sera très important de bien choisir son référentiel, et c'est ce qu'on appelle la relativité du mouvement. Ça veut dire qu'un mouvement est relatif, donc dépend du référentiel qu'on a choisi. Je vous propose, pour vous faire une meilleure idée de la relativité du mouvement, 3 liens. Le premier lien ici, qui est un site d'animation où vous allez pouvoir choisir de regarder le mouvement d'un point de la roue d'un vélo, qui est la valve, là où on gonfle, dans 2 référentiels différents. Et vous allez voir que le mouvement observé n'est pas celui forcément qu'on croit. Et vous cliquerez aussi sur le manège pour observer ce qui se passe quand on a quelqu'un qui traverse un manège, qui fait un mouvement circulaire, en fonction du point de vue, donc en fonction du référentiel. Deuxième lien, le mouvement d'une personne qui fait du hula hoop dans le référentiel cerceau. Donc en fait, une caméra est placée sur le cerceau. Ça veut dire que la référence ne bouge pas, c'est le cerceau. Donc c'est une vidéo, préparez-vous à avoir la nausée, puisque c'est pas évident à regarder. Et puis le dernier, c'est une petite animation d'un enfant qui laisse tomber une balle lorsqu'il est dans un train, et on observe le mouvement du point de vue du garçon dans le train et du point de vue d'une personne qui est à l'extérieur du train et qui regarde le train passer. Et maintenant, je vous laisse digérer tout ça et regarder les exercices du TD P3 que je vous joins
avec le lien de cette vidéo. Bonne journée à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la mécanique. Au revoir.